Bonjour et bienvenue à cette rencontre quantique sur la course à la miniaturisation. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir deux invités avec moi. Donc, je me présente, Justin Lefebvre. Je suis au développement des partenariats ici à l'Institut quantique, aussi avec l'équipe de Curieux Quantique à la vulgarisation scientifique et c'est moi qui anime ces rencontres. Alors, aujourd'hui avec moi, Samuel René de Cotteret, professionnel de recherche en lithographie par faisceau d'électrons au 3IT, et Grégory Levieille, doctorant en génie électrique à l'Université de Sherbrooke. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour discuter. Donc, on parle de course à la miniaturisation, mais avant de sauter dans le sujet directement, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre rôle ici à l'Université de Sherbrooke? Donc, moi, je suis professionnel de recherche au 3IT, qui est un institut où on fait énormément de choses différentes. Dans la plateforme où je travaille, c'est la plateforme Nano, où on fait vraiment on écrit sur des gaufres très, très petits pour pouvoir faire les devices les plus petits qu'on peut pouvoir faire. OK, excellent. On revient à ça dans un instant, c'est certain. Enfin, on va plonger dans le miniature de la nanofab dans un instant. Grégory, de ton côté? Moi, pareil, comme Samuel, je suis au 3IT. Je suis arrivé depuis un an, pardon, en doctorant, en tant que doctorant dans un groupe de recherche, donc dans le groupe de Sylvain Nicolet. Et je travaille j'essaie de créer des qubits, donc des bits quantiques pour fabriquer des ordinateurs quantiques dans le futur. Excellent, merci. Donc, 3IT, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a des gens qui voient écrit à l'écran, mais pour les gens qui ne seraient pas en train de le regarder. Oui. Donc, le 3IT, c'est le 3I, donc l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, donc 3IT. 3IT. Donc, et essentiellement, c'est du côté de la faculté de génie. Et c'est quoi? C'est une plateforme de fabrication? Est-ce que parce qu'il y a 4 ou 5 volets au 3IT? Il y a plusieurs plateformes, en effet. Il y a la plateforme Nano dans laquelle on évolue. Il y a la plateforme Micro, où là, c'est plus de l'assemblage de PCB. Mais il y a aussi une plateforme d'intelligence artificielle. Il y a une plateforme de robotique. Et tout ça se déroule dans le même bâtiment. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'interactions. On peut faire des chips électroniques dans la plateforme Nano, les monter jusqu'à les encapsuler sur des PCB. Et si on voulait les mettre dans des robots, on pourrait tout faire ça dans le même projet, si on avait un projet de cette ampleur-là. De cette ampleur-là. OK. Donc, c'est pas très loin du campus principal ici de l'Université de Sherbrooke, à 2 km. Donc, c'est le 3IT. Et donc, vous êtes de ce côté-là. Là, j'aimerais savoir, donc, quand on dit microfabrication, qu'est-ce que ça veut dire? Micro, donc, comme c'est dans le nom, on va dire c'est la taille micrométrique ou plus petit encore. On peut même aller jusqu'à la taille nanométrique dans certains composants de certains circuits électroniques. Donc vraiment, c'est tout petit de l'ordre du micromètre. Donc vraiment quelque chose qu'on ne va pas pouvoir voir à l'œil nu, où c'est assez difficile d'aller fabriquer. Et c'est pour ça qu'on a des équipements spéciaux, comme Samuel a l'habitude d'utiliser en tout cas. OK, puis pourquoi on voudrait fabriquer quelque chose d'aussi petit? Pour avoir la capacité de mettre plus de choses dans un seul et même endroit. OK. Puis, vas-y. Par exemple, comme dans les processeurs d'ordinateur, on va utiliser des transistors. Transistors qui, plus c'est petit, plus on va avoir une haute puissance de calcul dans une seule et même chip. OK. Puis toi, de ton côté, est-ce que c'est des transistors que tu fais? Pas du tout, non. C'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle des jonctions Josephson. C'est une partie d'un circuit électronique. Et moi, je vais faire tout le circuit, mais dans le groupe, on a chacun des petites parties. Et mon objectif à moi, c'est tout assembler et de faire quelque chose comme ça. Et les jonctions Josephson, par exemple, c'est de la taille de quelques centaines de nanomètres. Donc vraiment très petit. Et plus on arrive justement à miniaturiser tout le système en entier, plus on aura de puissance, en l'occurrence. Et donc, toi, c'est les qubits supraconducteurs sur lesquels tu travailles. C'est bien ce que je comprends. Exactement. Là. OK. Puis, ces qubits-là, à quoi ils servent ou à qui ils servent? À quoi ils servent? Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de champs d'application au niveau ordinateur quantique. Un qubit va servir à faire un ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique va avoir des applications dans, on va dire, l'IA, la gestion de portefeuille, par exemple, la simulation. On va pouvoir simuler d'autres matériaux et avoir plein d'applications possibles dont on n'imagine même pas encore l'existence. OK, donc ça, c'est le côté software, évidemment. Toi, de ton côté, tu es du côté hardware, donc ouais. Fabrication des qubits. Peux-tu me dire, donc,
bon, on connaît les qubits supraconducteurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer dans ces qubits-là aujourd'hui? Parce que, bon, les qubits supraconducteurs existent depuis quelques années, quoi, une dizaine, une vingtaine peut-être, là, de cet ordre de grandeur-là. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? Sur quoi on se casse la tête, plus exactement? Sur quoi on se casse la tête, c'est... en fait, les qubits, ils ont quelque chose qu'on appelle un temps de cohérence. Et le temps de cohérence, c'est le temps pendant lequel on pourra faire un calcul. Et notre but, à nous, c'est d'augmenter les temps de cohérence de ces qubits-là pour avoir la capacité d'augmenter la plage de calcul qu'on puisse faire. Puis, dans le fond, là, quand vous fabriquez un qubit aujourd'hui, combien vous en avez sur la même chip ou sur le même montage? Ça dépend de la taille de la chip. Pour l'instant, nous, on a l'objectif de... Comme mon groupe de recherche est assez grand, le groupe de recherche dans lequel je fais partie est assez jeune, pardon, on va finaliser avant la fin de l'année, je pense, notre premier qubit. Et après, on va attaquer d'autres pans. Nous, on ne s'attaque pas forcément à avoir le meilleur temps de cohérence possible. On s'attaque à d'autres domaines comme l'industrialisation. Nous, on va utiliser plus des procédés industriels déjà faits dans les semi-conducteurs pour ensuite les amener dans l'industrie quantique pour faciliter les fabrications et avoir déjà des infrastructures, utiliser des infrastructures existantes. OK, donc l'utilisation d'infrastructures du côté du semi-conducteur d'aujourd'hui pour éventuellement faire une fabrication à plus grande échelle de ce qui se fait, donc de façon prototype là, dans l'état actuel de la recherche. C'est ce que je comprends. Et par exemple, on a quelqu'un dans notre groupe de recherche qui a été le premier du Canada à utiliser une gaufre de 8 pouces pour fabriquer plein de jonctions Josephson en série. On avait 2600 jonctions sur la gaufre, même si on aurait pu aller beaucoup plus haut. C'était vraiment... On cherchait à obtenir des résultats. Donc, on est les premiers du Canada à avoir fait ça. Oh, impressionnant, bravo. Puis, juste pour donner un ordre de grandeur, donc aujourd'hui, un ordinateur d'IBM, par exemple, qui utilise des qubits supraconducteurs, a de l'ordre de grandeur de 430 quelques qubits. Ouais. Donc, ça, c'est l'ordre de grandeur qu'on connaît aujourd'hui. Vous dites, de votre côté, dans le groupe, vous êtes capable de dire, okay, on va monter même jusqu'à 2000. On s'entend que ce n'est pas 2000 qui sont contrôlés, adressables, j'imagine, aujourd'hui, mais vous seriez capable de fabriquer de cet ordre de grandeur-là sur une seule gaufre. Là, la partie que nous, on a fabriquée, c'est vraiment une petite partie de tout le qubit. Donc, on a fait ça. Après, il y a beaucoup de systèmes autour qui vont, du coup, réduire ce nombre-là. Mais sur une grosse gaufre, on pourrait mettre, je pense, dans ces alentours de 500 000 qubits par ici. C'est quand même un bon ordre de grandeur, effectivement, extrêmement intéressant. Samuel, de ton côté, qu'est-ce que c'est ton rôle par rapport à ce que Grégory vient de raconter dans la fabrication? En fait, moi, je m'occupe de l'appareil qui permet de faire ces choses-là. De faire des qubits, en fait, de dessiner sur des gaufres de 8 pouces ou tout ce qu'on peut avoir de plus petit. Donc, je m'occupe de cet appareil-là qui est le BPG, c'est un faisceau d'électrons qui est accéléré à 100 000 volts, donc 100 kV, qui permet de faire des écritures très, très fines avec une excellente résolution. Donc, moi, je m'occupe de l'appareil. Je supporte les étudiants qui veulent faire des projets qui poussent un petit peu nos limites. Et en même temps, on fait de la métrologie sur ces gaufres-là. Donc, la gaufre dont Grégory parle, on l'a passé en métrologie. C'est moi qui a fait ça pour le groupe de recherche. Puis on est allé voir chacune des 2600 jonctions Josephson pour voir c'était quoi leur qualité, qu'est-ce qu'ils ont comme défaut, où on peut faire des améliorations. Donc, la métrologie, c'est d'aller mesurer donc les 2500 jonctions de Josephson, puis aller les caractériser, être capable de dire, voici les bonnes jonctions, les moins bonnes jonctions sur notre gaufre. Oui, exactement. Donc, on fait de l'imagerie. On va regarder voir avec un microscope électronique, voir c'est quoi la taille de chacune des jonctions, quelle est la qualité des fils qui mènent jusque-là, comment on peut sortir un yield à partir de tout ça, voir il y en a combien qui sont bonnes là-dedans qui pourraient permettre de faire un qubit dans le futur. OK. Puis là, tu nous as parlé de BPG. BPG, donc... Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est notre appareil qui permet de faire ça. C'est Electron Beam Pattern Generator. Donc, ça permet d'écrire. C'est une écriture vectorielle, dans le fond. Ce qu'on veut écrire, ce que Grégory veut écrire, c'est des jonctions Josephson. Donc, il va dessiner ça de façon numérique dans un logiciel qu'on va transférer dans le BPG qui, lui, va écrire ça directement sur les gaufres
tels qu'on veut les avoir. OK, donc là, tu me parles de faire des dessins, tu me parles d'écrire, mais là, je ne te vois pas avec ton crayon pantoute dans le labo. Peux-tu me dire, dans le fond, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es en lithographie par faisceau d'électrons. C'est comme ça que je t'ai présenté au début. Oui. Donc là, tu utilises des faisceaux d'électrons pour écrire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça nous mène à la nanofabrication. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on veut faire, c'est dessiner sur une gaufre des devices, ce qui vont nous permettre de faire des jonctions Josephson. Donc, la gaufre, c'est le support. C'est exactement. Un support en général en silicium dans l'industrie. Puis là, quand on vient dans les jonctions Josephson, il y a toutes sortes de variétés qu'on peut aller chercher pour améliorer la qualité des jonctions. Donc là-dessus, on va déposer une fine couche de résine qui est soit photosensible dans la photolithographie ou dans notre cas, qui est électrosensible. Donc, c'est une résine qui est là, qui est très mince, qui fait quelques dizaines, quelques centaines de nanomètres d'épais. Et ensuite, quand on va écrire dessus, donc avec le faisceau d'électrons, on va passer sur les régions qu'on a dessinées de façon numérique. Et le faisceau d'électrons va changer la chimie de la résine, va la rendre plus ou moins soluble dans un solvant. Puis ensuite, quand on va passer dans ce solvant-là, tout ce qu'on a écrit, dans le cas d'une résine positive, va disparaître. Une fois que ça a disparu, bien, on a deux options en général dans la micro-nanofabrication. Soit on va faire une gravure, donc on va aller arracher du matériel qu'il y a en dessous de la résine, aux endroits où la résine a été retirée parce qu'on l'a exposée, ou on va faire un dépôt de matériaux. Donc, ça peut être du SiO2, toutes sortes de choses. Dans le cas des supraconducteurs, en général, c'est des métaux. En fait, dans le cas des jonctions Josephson, c'est en général des métaux qui sont supraconducteurs à très basse température. Donc, souvent de l'aluminium, est-ce que je me trompe? De l'aluminium, du niobium azote. C'est toutes sortes de métaux qui sont supraconducteurs à très basse température, qui ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Et de là, le nom, j'imagine, qubit supraconducteur. Donc, c'est parce que vous utilisez des supraconducteurs dans la fabrication, c'est-à-dire les qubits seront utilisés à basse température, il y aura des propriétés supraconductrices dans ces qubits-là. Exactement. OK. Donc là, vous dessinez, bon, vous avez votre faisceau d'électrons. Quelle largeur il peut faire le faisceau d'électrons? Le faisceau d'électrons, comme tel, quand il arrive sur l'échantillon, il fait de l'ordre du nanomètre. OK. Donc 10 à la moins 9 mètres. 1 millième de micron, qui est 1 millième de millimètre, qui est 1 millième de mètre. OK. Donc, on divise ça par 1 milliard, 1 mètre, puis on a notre largeur. Puis juste pour mettre en perspective, 1 nanomètre, c'est de l'ordre de 10 atomes de large. Okay. L'atome, c'est de l'ordre de l'angstrom, 1 dixième de nanomètre. OK. Donc, vous écrivez avec une largeur d'à peu près 10 atomes de large. Ça, c'est ce que je redis. On peut aller... En fait, le faisceau va jusqu'à cette taille-là. Il y a toutes sortes de procédés quand il arrive dans le matériau, dans la résine, qui va faire en sorte qu'il va s'élargir un petit peu, qui va donner une dose un peu plus grande partout autour. Donc, avec notre appareil, le BPG, on peut aller jusqu'à une résolution, faire des lignes de l'ordre de 10 nanomètres. En forçant quand même pour atteindre ça, puis on ne va pas les avoir tout le temps, mais c'est en gros la résolution qu'on peut atteindre. Faire des lignes qui font 100 nanomètres de large, c'est relativement facile. Facile étant un grand mot. OK, excellent. Puis là, dans le fond, vous êtes en train de fabriquer donc, des jonctions de Josephson qui vont servir à fabriquer les qubits supraconducteurs. Si je ne me trompe pas, un des défis par rapport aux qubits supraconducteurs, c'est d'en reproduire qui sont le plus possible exactement pareil à leur voisin, c'est-à-dire celui qu'on a fabriqué juste avant puis celui qu'on va fabriquer juste après. Où est-ce qu'il y a le défi? Parce que, évidemment, quand on dit, OK, on travaille avec quelques atomes de large quand on vient dessiner sur notre gaufre, ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour se tromper, j'imagine, par rapport aux matériaux qui sont là. Comment vous relevez ce défi-là d'essayer de standardiser la fabrication? En fait, c'est le cœur du problème tout le temps, de s'assurer. Il y a tellement de paramètres qu'il faut gérer pour faire justement tout ce procédé-là, qui ont tous une interaction les uns avec les autres. Donc, il faut être en contrôle sur le plus possible chacune des petites étapes qu'on fait. On réutilise les mêmes logiciels, les mêmes expositions qu'on a faites précédemment pour être le plus proche possible de ce qu'on a, mais ça reste un des défis, justement, d'avoir de la reproductibilité. Puis c'est pour ça qu'on ne va pas dans des lignes qui pourraient faire de l'ordre de 10 nanomètres. Parce que la reproductibilité n'est pas là. On est capable de les atteindre, mais il y a tellement de variations qui peuvent avoir un impact important
sur plus ou moins 10, 20, 30, 100% de cette largeur-là, qu'on va en général dans les jonctions Josephson à quelque chose qui est plus large, où on peut vraiment contrôler au pourcentage près la largeur des lignes qu'on fait. OK, excellent. Il y a beaucoup de rétroaction à chaque fois qu'on fait un procédé. Il faut regarder c'était quoi l'étape d'avant, où est-ce qu'on est rendu pour que le prochain soit dans les mêmes dimensions telles que voulu. Et de là, aller mesurer, comme tu disais tantôt, avec donc l'étape qui est la métrologie, d'aller mesurer tout ce qui a été fabriqué pour voir est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on a échoué, j'imagine, à bien reproduire exactement ce qu'on voulait d'une fois à l'autre. Bien, en fait, faire de la métrologie, prendre une image, c'est une chose. C'est bien, ça nous donne une idée. Le qubit a l'air bien, mais il faut aussi le mesurer de façon physique pour voir à basse température c'est quoi ses propriétés. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre ce qu'on voit sur l'image et ce qu'on voit vraiment dans la mesure physique par la suite. Donc là, à basse température, ça veut dire que quand on va dans un frigo à dilution qui peut nous amener de l'ordre de quelques dizaines de millikelvin. C'est ça, on est à 8 ou 10 millikelvin pour mesurer les jonctions, ou alors on peut faire des tests directement à température ambiante pour juste vérifier que la jonction est en vie. Et la jonction va nous donner une certaine valeur qui elle-même va nous donner une caractéristique de la jonction en nous disant à peu près ses paramètres physiques de elle a telle épaisseur, elle fait telle largeur, il y a un oxyde qui fait telle épaisseur, etc. etc. Donc là, à température pièce, je peux concevoir qu'on a directement notre jonction qui est pratiquement visible à l'œil nu, ou c'est juste quand on regarde complètement le qubit la supra jonction sera invisible à l'œil nu, mais en fait, on met des pads à côté qui permettent de faire une connexion à la jonction qui, eux, sont beaucoup plus gros qu'on pourrait voir à l'œil nu. OK. Donc ces pads-là, on est capable de les voir puis de les manipuler d'une certaine façon pour aller les mesurer. Qu'est-ce que c'est les étapes pour aller là, dans le réfrigérateur à dilution? Donc, quand on dit on a un frigo à dilution, on va descendre à très basse température. Évidemment, on n'a pas les deux mains dedans à 10 millikelvin en train de mesurer notre jonction ou notre dispositif qu'on veut tester. Comment ça fonctionne? Donc, il doit y avoir toute une étape de préparation de l'échantillon avant de pouvoir l'amener à cette température-là, à ce froid-là. C'est ça, il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est comme on fait sur des gaufres de cette taille-là, généralement, les 8 pouces, c'est assez rare qu'on le fasse dessus, mais ça arrive. On le fait généralement sur ces tailles-là. Donc là, c'est quoi, 4 pouces à peu près que tu montes? C'est 4 pouces, et on vient découper notre échantillon pour avoir le nombre de jonctions un nombre de jonctions acceptable. On va être de l'ordre de 6 ou 12 par là. Et après, on vient wirebander, donc on vient raccorder nos jonctions, les pads des jonctions sur plusieurs PCB qui nous permettent de faire la mesure. On met la PCB dans le frigo à dilution. On remonte le frigo, ça met 3 jours à descendre en température et puis c'est bon. Puis combien de temps ça prend pour mesurer puis aller justement tester les échantillons que vous voulez aller tester? Avec le bon système, c'est assez rapide. En soi, c'est relativement rapide. On branche le système, on envoie une impulsion et ça nous permet justement de connaître la mesure de la jonction. Donc c'est assez rapide. Vraiment, ce qui est long, c'est le frigo qui doit descendre en température et remonter en température après. OK, donc 3 jours pour descendre. 3 jours, je ne sais pas exactement, mais on est de l'ordre on est de l'ordre du jour pour descendre en température. OK. Ensuite de ça, rapidement pour tester l'échantillon, de l'ordre de la minute ou de l'heure. Puis ensuite de ça, on laisse réchauffer, encore là, probablement ça sur un certain temps. Donc, ça fait quoi? Ça fait un cycle par semaine? Oui, globalement, c'est un cycle par semaine quand on arrive et on mesure directement ce qu'on a dans le frigo au bon moment. OK. Là, je reviens un peu sur la portion fabrication. Grégory, quand tu te lèves le matin puis que tu te dis, OK, aujourd'hui, je vais dessiner mon dispositif que je vais aller tester, qu'est-ce que c'est tes étapes pour arriver à dire, OK, bien là, je vais aller voir Samuel qui s'occupe de l'appareil de lithographie. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu t'es levé et tu te dis, hey, j'ai une super idée aujourd'hui, c'est sûr, ça sort bien. Là, je dessine, mais je dessine comment? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à l'appareil? Ce ne sera pas du jour au lendemain que je vais pouvoir aller voir Sam et dire, au fait, je veux tester ça. C'est d'abord, il y a toute une étape de design qui prend beaucoup de temps et de simulation qui nous permet de dire, OK, je veux tester cette idée, je la dessine déjà, je fais déjà des calculs, je la dessine sur un logiciel de simulation. Je fais mes simulations qui permettent justement d'affiner ce que je veux faire. Et après coup, on peut dire, OK, c'est une idée qui est convenable, je peux me permettre de la tester, les calculs sont bons, les simulations sont bonnes, je peux aller la tester. À ce moment-là, on va faire tout le procédé qui va être... faire des designs sur un ordinateur qui va permettre justement avec le PBG, on vient déposer de la résine, on vient développer cette résine pour ensuite faire un dépôt de matériaux dessus. OK, puis là, je vais même reculer un peu plus parce que là, tu me dis, OK, ça nous prend des idées à tester. Comment on trouve ces idées-là? Est-ce que c'est
le pur hasard, l'essai-erreur aléatoire? Est-ce que c'est, OK, on a un axe qu'on veut creuser, puis on va dans cette direction-là? Comment on trouve l'idée à tester pour dire, bien, on fait avancer, dans le fond, nos connaissances du côté fabrication de qubits? Et généralement, ici, c'est plus du côté des physiciens théoriciens, on va dire, où ils vont se dire, OK, on a une formule mathématique qui permet de représenter tout un système, en fait, qui s'appelle les Hamiltoniens, qui permet de représenter tout un système, et avec ça, ils vont nous dire, OK, on voudrait obtenir cette équation-là. Et cette équation-là, en fait, on est capable de la lire pour dire, j'ai besoin de telle, telle et telle chose dans mon système, et après, c'est comment est-ce qu'on ajuste le système, plus ou moins. OK, donc de passer réellement de la théorie à l'expérimental, dans le fond, c'est ça ton travail, de dire, OK, je vais prendre ces idées-là, puis là, je vais les mettre en pratique, donc pour arriver avec un échantillon C'est ça, globalement, oui. à aller tester. C'est ça. Fascinant. C'est vraiment fascinant. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais ici? Ben, en fait, je suis curieux de vous entendre. Donc, vous me parlez de... Évidemment, vous êtes du côté de la faculté de génie. Génie quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de génie quantique de façon générale? Je te laisse commencer. Ben, en fait, je pense que je te laisserai commencer. Qu'est-ce qu'on entend par génie quantique? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a plusieurs, on va dire, corps de métier, même si on est encore en doctorat. On peut remarquer qu'il y a plusieurs types de personnes, en fait. Il y a les physiciens théoriciens d'un côté et les gens qui font de la fabrication. On se retrouve plus dans l'ingénierie que vraiment le physique, puisqu'on est moins dans les calculs. En fait, du coup, eux, ils vont vraiment faire la partie théorique où il va y avoir beaucoup d'équations. Il faut être la tête dans les maths. Et nous, on va être plus ingénieurs, où on va être sur nos machines. On va vraiment chercher à optimiser. On va bidouiller un petit peu nos machines pour se dire, OK, là, on obtient vraiment ce qu'on veut. Donc, il y a vraiment deux pôles à penser là-dessus. OK, excellent. Puis, dans le fond, le génie quantique, donc ça va être la matérialisation, le premier degré ici. C'est ça. Donc, pour arriver à fabriquer ces qubits-là. Puis, ensuite de ça, qu'est-ce que c'est en termes de vie qu'il va y avoir pour ces échantillons par la suite? Est-ce que c'est simplement tester une fois puis dire, ben, on a eu notre mesure qu'on voulait, puis on passe au prochain appel, c'est-à-dire on redesign, on recommence tout le processus que vous venez d'écrire, ou est-ce que les échantillons vont être testés sur plusieurs jours, plusieurs semaines, être intégrés dans des ensembles peut-être plus grands, ou comment ça se passe? Alors, généralement, les échantillons, donc, par exemple, si c'est une jonction toute simple, elle va être testée une fois, 2 fois maximum. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus, ça va être surtout, on va vérifier les caractéristiques de cette jonction, et en fait, ça va nous dire si notre fabrication est bonne ou pas. Par contre, si on a fait tout un système qui, par exemple, représente un qubit, on peut le mettre dans un frigo, et on peut durer des mois sur ce frigo à faire des expérimentations dessus, parce qu'on veut tout caractériser dessus. Et là, ça va être plus long, plus compliqué, et ça va nécessiter plus de matériel. Et puis là, bon, quand on dit on passe jusqu'au qubit, c'est quoi? C'est qu'on passe du transmon qui est de la jonction de Josephson qui est un élément d'un transmon qui est notre qubit C'est supraconducteur. ça, et autour, il y aura une capacité, un résonateur qui va nous permettre de faire un readout, donc de lire le qubit sans venir détruire l'état du qubit. Oui, c'est un peu... Sans venir détruire, en fait, si on vient mesurer directement un qubit, on va, entre guillemets, le détruire. Le détruire son état, Donc physiquement, là, pas non, physiquement, pas physiquement, OK. Pas physiquement, on va venir le détruire, mais par contre, si on passe par tout un système autour, on peut venir lire ce qubit sans venir le détruire. Donc on pourra continuer nos expérimentations, et c'est pour ça qu'il y en a certaines qui peuvent durer très longtemps, puisqu'on peut se permettre de justement faire plusieurs fois des expérimentations et avoir des tests de reproductibilité sur des qubits. OK, puis dans ce sens-là, comment on passe de notre jonction vers le transmon qui est le petit système, là, qui fait quoi, à peu près 1 mm², mais bon, qui est très, très gros d'un point de vue, avec de l'ordre de grandeur que vous travaillez, mais pour moi, je veux dire que c'est petit, 1 mm², mais donc comment on passe d'un élément, d'un aussi petit système à un système beaucoup plus gros, encore une fois, tout gros étant relatif ici, pour en arriver à avoir ce qubit-là qu'on va tester. Donc, avec qui vous travaillez pour arriver à ça? Oh là là, déjà on a eu beaucoup de personnes qui ont réfléchi avant nous, c'est pour ça qu'on s'aide sur plein de papiers scientifiques, on s'aide beaucoup de la littérature pour se dire, ok, il y a eu telle et telle structure qui ont déjà été faites, est-ce que nous on pourrait les intégrer à notre système? Comment? Est-ce que ce serait utile ou pas? Parce que tous les systèmes ne se valent pas, ils ont certains avantages, certains inconvénients, et c'est comme ça qu'on en arrive à se dire, ok, on voudrait faire ça, ou on ne voudrait pas faire ça pour telle et telle raison. Et avec ça, on vient créer notre système tout autour,
en fonction des besoins qu'on a. Comme j'ai dit avant, on avait une formule, un Hamiltonien, qui nous dit « Ok, on a besoin de ça, ça, ça et ça ». Et dans notre système, on va checker qu'on a bien ça, ça, ça et ça. Et une fois qu'on a tout notre système, pareil, on le simule, on vérifie que ça fonctionne théoriquement, et ensuite on va en fabrication pour le vérifier. OK, excellent. Vous travaillez donc avec, du côté du 3IT, vous travaillez avec différents groupes de recherche, principalement du côté de génie, peut-être avec physique aussi, bref, des gens de l'Université de Sherbrooke principalement, mais il y a aussi des entreprises qui peuvent venir faire appel à vos services. Comment ça fonctionne? Certainement. Ben, en fait, il y a une grande variété de possibilités. Les entreprises peuvent nous dire, on aimerait ça, faire ce procédé-ci, pouvez-vous le faire pour nous? Donc, c'est un peu clé en main, on s'occupe de A à Z, ils nous fournissent les dessins, leurs requis, puis on s'occupe de tout débugger. C'est long, ça prend du temps. Ou une personne de cette entreprise-là ou quelques personnes peuvent venir directement travailler dans les laboratoires du 3IT et là, être formés sur chacune des machines qu'on a, formés donc par moi sur le BPG et sur les appareils de métrologie. C'est ce que j'étais pour demander. Donc, Oui. j'imagine que c'est toi là, qui amène tout ce beau monde-là donc à être capable d'utiliser ces appareils-là qu'on ne laisse pas entre les mains de n'importe qui. Là. Non, c'est ça. Ça prend une grande formation. Il faut être capable de montrer qu'on est capable de les faire fonctionner. Puis ensuite, il faut adapter nos dessins sur le BPG puis le faire fonctionner. Et c'est jamais simple comme dire, bon, ben, je vais prendre mon dessin et je vais l'écrire parce que toutes les étapes qui suivent, donc la lithographie puis le développement, peuvent avoir un impact aussi. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de caractérisation. Chacune des personnes qui est là est formée sur nos machines d'écriture, mais aussi sur chacune des machines de caractérisation pour voir. J'ai fait mon dessin, j'ai fait mon dépôt de matériaux supraconducteurs, mais ils sont plus larges que ce que je pensais pour telle ou telle raison. À ce moment-là, c'est là qu'on vient faire énormément de tests pour s'assurer qu'on va cibler exactement les dimensions qu'on veut avoir. Et c'est un peu mon rôle là-dedans, c'est d'encadrer chacun des étudiants, des étudiants ou des personnes qui viennent de compagnie pour les aider dans prendre des raccourcis quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes. Puis, dans le fond, après ça, si c'est des groupes, des étudiants, étudiantes des groupes, évidemment, retournent faire leur recherche dans leur groupe, font les analyses et tout. Dans le cas d'entreprise, donc, c'est des dispositifs qui peuvent être utilisés. Bon, on est toujours au stade de recherche, mais donc, ils peuvent être utilisés, ramener dans l'entreprise, puis ensuite de ça, pour développer puis aller plus loin, dans le fond, dans la recherche puis le développement technologique. Oui, tout à fait, mais à ce moment-là, moi, j'ai plus de visibilité sur ce qu'ils font. Je les aide à faire leur device, mais une fois que c'est là, ils repartent avec puis ils font leur recherche ou leurs travaux sur ces dispositifs-là. Là, évidemment, je vais essayer d'aller chercher le plus de secrets industriels que je suis capable de toi, mais au-delà donc, de la fabrication de Transmon, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs sur lesquels tu travailles, en fait, que ce soit pour l'université ou pour des entreprises? Il y en a un peu partout. Il y a différents groupes de recherche qui font différentes choses. Il y en a, par exemple, qui font de la photonique, des cristaux photoniques. Donc, un peu comme on a de l'électricité qui passe à travers les matériaux, les atomes en tant qu'onde, on peut faire la même chose avec la lumière. On peut simuler des cristaux qu'on fabrique avec nos appareils, qui sont gros, qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de nanomètres, donc gros. Par rapport à la longueur d'onde de la lumière, à ce moment-là, puis quand on fait passer de la lumière à l'intérieur, il y a toutes sortes d'interférences qui peuvent avoir lieu les unes avec les autres, et ça fait en sorte qu'on peut aller sortir toutes sortes de propriétés différentes à partir de ces cristaux photoniques-là. C'est un des exemples de ce qu'on peut faire. Puis là, à ce moment-là, est-ce que c'est les mêmes matériaux que vous utilisez que ce qu'on décrivait auparavant? C'est jamais les mêmes matériaux. C'est jamais les mêmes matériaux. En fait, quand on travaille de l'électricité, ça nous prend des conducteurs, des supraconducteurs en général, et ceux-là sont pas transparents optiquement. Donc, quand on veut travailler avec la lumière, ça nous prend des matériaux qui sont transparents, qui apportent tout un lot de complexité différent. On se rappelle que c'est un jet d'électrons qu'on envoie pour transformer la résine. À ce moment-là, si on envoie notre jet d'électrons sur un matériau qui est isolant, les électrons n'ont plus de place où partir, ça amène tout son lot de complexité qu'on va tranquillement résoudre petit à petit dans chacune des applications qu'on voit. Donc, un de tes enjeux à toi, c'est de trouver comment faire partir les électrons. Oui, quand tu as besoin que les électrons s'en aillent. C'est toujours un enjeu. On a tout le temps des solutions pour ça, mais ça reste tout le temps un enjeu de
qu'est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire au final. Au final, OK. Donc, plusieurs autres applications. Puis, sinon, est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent être en compétition avec la lithographie par faisceau d'électrons pour fabriquer ces différents dispositifs-là, là, que ce soit les cristaux, que ce soit les transmonts qu'on décrivait? Est-ce qu'on peut le faire autrement ou est-ce que c'est la seule technologie qu'on connaît aujourd'hui? En fait, on pourrait le faire autrement. On pourrait le faire en photolithographie, comme on fait pour faire des transistors de nos jours, où les nœuds sont rendus à de l'ordre de 2 à 3 nanomètres. OK, donc, attends un petit peu, là, tu viens de dire plein de choses. Là. Donc là, tu nous as dit, OK, aujourd'hui, nos transistors, donc ce qui va servir à fabriquer nos téléphones portables, nos ordinateurs, bon, et tant d'autres appareils de notre vie. Donc, on a besoin de transistors, et là, tu dis, on est capable donc de descendre la grosseur de nos transistors à quelques de l'ordre de nanomètres. quelques nanomètres. Pour faire ça, on le fait de manière industrielle. On le fait avec de la lumière qui est dans le lointain UV, qui a énormément de complexité. Ça marche parce qu'ils ont énormément de... Ceux qui font ça, ils ont énormément de volume. Donc, ça permet, ça vaut la peine d'investir puis de déboguer à un grand niveau. Mais c'est très difficile à ce moment-là de faire des itérations puis de changer le dessin qu'on veut faire. Nous, c'est l'avantage qu'on a quand on écrit avec un faisceau d'électrons. C'est lent par rapport à ce qu'on peut faire avec la lumière pour transformer la résine, mais ça nous permet puisque tout est numérique, on n'a pas de masque rigide sur lequel on fait passer la lumière. Ça nous permet à tous les jours, faire une itération sur notre masque qui est dans le fond numérique, qu'on vient écrire, puis qu'on fait énormément d'itérations comme ça pour amener notre processus à être le plus fiable possible à ce niveau-là. Donc, on a une grande flexibilité parce que nos masques sont numériques, mais à ce moment-là, on perd la flexibilité dans l'industrialisation parce que ça prend beaucoup plus de temps faire une écriture sur une gaufre de 200 mm que ce qu'ils font en industrie à partir de la lumière, de la photolithographie. Puis, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que donc, vous êtes réellement dans le prototypage. Donc, c'est vraiment à chaque fois, c'est unique comme objet ce que vous créez versus l'industrie quand on veut commercialiser. Donc, il y a une mise à l'échelle en termes de fabrication. Puis, ben, là, dans la chaîne d'innovation intégrée, si je le glisse ici, souvent on dit que certaines idées plus fondamentales, plus théoriques, vont partir de l'Institut quantique. Donc, quand on parle du quantique toujours, il va y avoir un prototypage du côté du 3IT, donc à la faculté de génie. Oui. Puis ensuite de ça, à Bromont avec le C2MI, donc le centre de microélectronique là-bas, il peut y avoir une mise à l'échelle dans la fabrication de dispositifs qu'on voudrait commercialiser. Et là, j'imagine que du côté du C2MI, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez là-bas, mais j'imagine que le défi à ce moment-là, ça va être de partir des méthodes de prototypage que vous connaissez bien pour en faire une mise à l'échelle qui devient commercialisable, surtout du côté, évidemment, temps, puis j'imagine coût de fabrication, puisqu'évidemment, c'est toujours les deux éléments centraux oui. dans la commercialisation de n'importe quel objet. Là. Oui, bien, c'est ça. Ils vont se baser beaucoup sur ce qu'on fait ici au 3IT. On va avoir le même type d'appareil pour réaliser ça, mais leurs appareils qui vont avoir au C2MI vont rouler beaucoup plus 24 heures, 7 jours semaine par rapport à ce que nous, on fait. Puis leur procédé, quand on va être rendu à commercialiser des qubits supraconducteurs, par exemple, vont être beaucoup plus stables. Nous, on a une énorme variété d'utilisateurs dans les locaux du 3IT. Donc, c'est dur d'avoir quelque chose d'aussi stable que ce qui se fait en industrie. Par contre, ça nous permet d'être très flexible dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites avec les qubits une fois que vous n'en avez plus besoin? Comment ça, plus besoin? Ben, je veux dire, une fois que vous avez testé, puis là, vous dites, ben là, on a sorti tout ce qu'on pouvait sortir comme information. Qu'est-ce qui se passe avec le qubit en question? En fait, je pense que je suis en train de magasiner des qubits. Ouais, non, pas trop. On pourrait, mais d'ailleurs, généralement, on les garde dans des petites boîtes pour si jamais on en a besoin plus tard. Mais quand on a fait toutes les expérimentations possibles sur un qubit, c'est comme n'importe quelle expérimentation. On a les résultats qu'on voulait, on passe à la suite, on va changer, on va essayer d'améliorer quelque chose. On va toujours bouger une petite valeur histoire de vérifier que ça pourrait améliorer quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas pour l'instant de quelque chose à faire derrière avec un qubit. Il faudrait que ce soit tout un système complet où là, on ait une chip complète qui nous dise « Ok, on a tant de qubits qui sont interconnectés et là où on pourrait le mettre sur un ordinateur, mais on n'en est pas encore à ce niveau-là. »
OK. Puis, ben, en fait, c'est bon que tu me dises ça parce que c'était le sens de ma prochaine question. Qu'est-ce qui différencie ce qui se passe chez IBM ou Google, qui utilisent eux aussi, dans le cas de ces deux compagnies-là, des qubits supraconducteurs pour fabriquer des ordinateurs quantiques, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a d'autres entreprises qui veulent faire du hardware, qui vont utiliser d'autres technologies que les qubits supra. Mais bon, ces deux-là, c'est le cas. Qu'est-ce qui différencie la recherche qui se fait chez IBM ou Google de ce qui se fait au 3IT d'un point de vue recherche? D'un point de vue recherche, ils sont excellents déjà. Nous aussi, on est excellents, mais en fait, ils vont avoir peut-être une autre approche. Nous, c'est vraiment académique, donc on va prendre le temps, on va vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, eux aussi. Mais on est toujours en doctorat, donc on a quelque chose à rendre derrière, on veut publier des papiers. Eux, vraiment, ils sont dans une entreprise. Ils veulent un rendement, ils veulent avoir des résultats concrets à présenter, à montrer au monde. Dis-moi si je me trompe, mais normalement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont cet objectif aussi de vouloir construire un ordinateur quantique avec assez de qubits. Nous, ce serait notre end goal en soi, mais on va surtout chercher à comprendre ce qui se passe, construire des qubits, avoir justement des temps de cohérence de plus en plus grands et pouvoir essayer théoriquement d'en intégrer toujours plus au même endroit. Et on va faire ça en le faisant par itération progressive. Et eux, ils se disent, on a la capacité de faire ça d'un coup, on va le faire. C'est pour ça qu'ils ont des records. Et pas nous en académique, parce qu'on pourrait des fois avoir les capacités de faire ça, mais pas l'intérêt de le faire. Puis, est-ce que je comprends que, dans le fond, de la part de ces compagnies-là, qui veulent avoir des ordinateurs quantiques, je veux dire, complets, donc ils vont s'occuper de toute la hauteur du stack, là, ou de l'ordinateur quantique, en fait, de l'utilisateur, puis de l'interface utilisateur jusqu'à les différentes couches, jusqu'à physiquement leurs qubits supraconducteurs qu'ils vont avoir à l'intérieur de leur frigo à dilution. Donc, eux regardent l'ensemble de cette verticale-là, doivent développer au complet avec l'objectif de ça prend quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire on peut envoyer du code, il se passe quelque chose, même si le temps de cohérence aujourd'hui fait en sorte que les résultats seront très bruyants et tout. Mais dans le fond, vous vous intéressez à une partie de cette verticale-là, puis vous n'avez pas besoin de vous soucier des autres parties. C'est ce que je comprends à quelque part. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, en tout cas, dans mon groupe de recherche et ce que j'ai pu voir pour l'instant, il y a peu de personnes qui s'acharnent à avoir, excepté les entreprises, qui s'acharnent à avoir 100 qubits sur une chip. C'est plutôt, on essaie d'augmenter le nombre de qubits progressivement pour faire des calculs de correction d'erreur, parce que les qubits ne sont pas exempts d'erreur, et du coup, on essaie de corriger ça. Et non, comme tu l'as dit, on essaie vraiment d'avoir cette verticalité pour être à la base au qubit. OK. Puis, c'est quoi le rêve pour dans 2 ans ou dans 5 ans, par exemple? Où en est rendu le 3IT dans sa recherche, dans cet ordre de grandeur-là, en termes de temps? C'est une très bonne question. Oui. Elle n'était pas envoyée d'avance, celle-là. Non, je pense que déjà dans 3 ou 5 ans, je pense qu'il n'y aura toujours pas, même à l'échelle mondiale, il n'y aura toujours pas un ordinateur quantique qui surpasse à l'heure actuelle nos ordinateurs classiques. Je pense que dans 5 ans, c'est un horizon un peu tôt, mais dans 10 ans, pourquoi pas. Après, au 3IT précisément, ça va être toujours de développer plus, développer différentes technologies, parce qu'il y a plein de technologies différentes de qubits, même supra, optique, etc. Ce sera peut-être pourquoi pas, trouver la technologie qui va, elle, gagner la course aux ordinateurs quantiques. C'est là, de ton côté, Samuel, ta lecture fait dans la boule de cristal. Là, C'est difficile à dire. Moi, je ne suis pas tant que ça si près de ce qui se fait en quantique. J'aide nos étudiants, les industriels qui viennent travailler là-dessus, mais je n'ai pas une aussi grande vision de ce qui se passe passer la fabrication. Fait que c'est très difficile de dire. OK, bien, retournons du côté fab. Qu'est-ce qui se passe côté fab au 3IT dans 3 ou dans 5 ans? Mais là, toute fabrication confondue, on parle de nanofabrication. Donc, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a bougé, là? En fait, c'est beaucoup les projets des chercheurs, des étudiants qui vont venir, qui vont travailler. Idéalement, on serait capable de faire plus de qubits sur la même chip pour être capable d'avoir une échelle plus grande des résultats comme ça, mais ça reste de la recherche. Donc, il faut passer du premier pas, être capable de valider que nos premiers qubits sont fonctionnels, ont des bons temps de cohérence, puis après ça, scaler tranquillement pour en avoir plus qu'un,
une dizaine, dépendamment de ce qui va arriver comme projet. Puis ça, est-ce que c'est possible avec les équipements actuels ou est-ce qu'on voit déjà que les équipements actuels, on connaît leurs limitations, puis dans le fond, passer cette limite-là, peu importe la belle imagination qu'on aura pour trouver des nouveaux dispositifs, on va tourner en rond à l'intérieur d'un terrain de jeu ou non, en réalité, il n'y a pas de limite au sens où on sera toujours créatif puis capable d'aller plus loin puis d'optimiser l'utilisation de nos appareils? Bien, les appareils qu'on a vont être excellents pour faire toute cette optimisation-là, montée à plus grande échelle. Ça dépend juste des designs qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils soient réfléchis. Une fois qu'ils sont là, bien, à ce moment-là, on est 100% équipé pour faire le nombre de qubits qui vont fonctionner, qu'on va vouloir faire. Donc, appel à tous, à toutes, arrivez avec vos bonnes idées parce qu'on n'est pas limité par l'équipement, c'est vraiment les idées qui vont pousser la technologie là, plus loin. Certainement. Les idées, les matériaux, c'est tout le temps, c'est ça qui va leader la recherche. Excellent. Je me tourne vers la salle ici ou en ligne s'il y a des gens qui ont des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Samuel et Grégory? Tout ce que vous racontez est tellement clair qu'il n'y a aucune question. Il n'y a rien en ligne. Excellent. Sinon, pour vous, ben, là, Grégory, où est-ce que tu en es à l'intérieur de tes études, toi, de ton côté? Là, je suis quasiment à la fin de ma première année de doctorat. OK. Donc, il va me rester 2 ans et demi, 3 ans par là. 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans 2 ans et demi, 3 ans? Est-ce que tu as déjà une idée? Pas du tout. Non? OK. Non, j'ai 2-3, je pense, idées de projets pour une future carrière, mais rien de concret pour l'instant. Je me concentre sur la thèse pour l'instant. Oui, bon, parce que, Ce qui est déjà un gros morceau en soi. Ben, c'est ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais toujours en quantique puis en fabrication. Je me dis, ouais, toujours en quantique et en fabrication, parce que je suis pas physicien théoricien, c'est moins ça qui me fait vibrer. Je préfère la fabrication où je suis justement là à bidouiller sur des machines. Oui, excellent. Puis toi, Samuel, dans 3 ou 5 ans, combien tu as vu de monde passer dans le laboratoire? Eh bien, on a vu passer beaucoup d'étudiants sur les machines qu'on utilise. Il va en avoir une centaine sûrement qui vont passer de plus. Oui. Donc, on les attend à bras ouverts. Fait que c'est beaucoup d'idées à tester. C'est ce que je comprends, c'est que Oui. c'est pas fini. Là. Ben, c'est pas moi qui va tout faire ça. Oui. Je vais supporter dans le développement des idées, dans l'application. Excellent. Dernier tour de piste. Je vois pas de questions. Qu'est-ce que c'est le mot de la fin de cette discussion en termes de fabrication dans le quantique? On travaille dessus. Ouais. En développement. En développement. Excellent. Bien, Samuel, Grégory, merci beaucoup pour votre temps et franchement, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci.